Bonjour à toutes et à tous. Tu veux dire quelques mots pour commencer ? Je te remercier au moins. Donc bonjour à tous et à toutes et à tous. On remercie beaucoup Sébastien Tuller qui est venu ce soir pour la conférence sur les droits des LGBTI. Donc il va nous expliquer ce que c'est en fait. Parce que nous, pas grand-chose. On avait programmé au départ la conférence en novembre 2020, on a dû tout annuler comme vous vous rappelez, donc heureusement il a pu revenir, on est vraiment très très content et on te remercie. Merci à vous. Bon, je te passe là. Merci. Donc oui, on va parler des droits des personnes LGBTI+. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par LGBTI+, qu'est-ce que ça intègre comme thématique, comme personne, tout, parce qu'en fait ça paraît complexe, et ça l'est peut-être un peu, mais en réalité c'est complexe parce que c'est des thématiques auxquelles on n'a jamais été éduqué, formé, on ne nous a jamais pris le temps de forcément nous expliquer, et je suis convaincu que ça devrait être quelque chose qui devrait être fait à l'école et au plus jeune âge, parce qu'en fait plus on en parle simplement, plus ça devient compréhensible pour toutes et pour tous, vous allez voir, assez rapidement finalement. Il faut aussi dédramatiser beaucoup de choses, et en fait il faut prendre conscience que c'est normal de ne pas tout connaître. L'être humain ne peut pas tout connaître surtout, et donc il faut accepter le fait de ne pas pouvoir être spécialiste de tout, et écouter les personnes concernées, écouter les témoignages de personnes, et petit à petit arriver à appréhender le spectre de qu'est-ce que c'est les identités LGBTI+. Donc, moi je m'appelle Sébastien Tuller, je suis responsable de la commission OSIG pour orientation sexuelle et identité de genre à Amnesty International France. Je suis bénévole, ça va faire 4 ans maintenant que je suis responsable de la commission, et avant j'étais déjà militant pour les droits humains dans d'autres associations et à Amnesty. Je fais plein de choses, et donc aujourd'hui je m'occupe de coordonner les actions d'Amnesty France sur les actions LGBTI+. Et Amnesty travaille sur cette thématique depuis longtemps maintenant. Je crois que la première fois qu'Amnesty, en tant que mouvement international, a pris position pour la défense des droits des personnes LGBTI officiellement, ça ne s'appelait pas l'Assemblée mondiale avant, ça s'appelait le Conseil international, je ne sais plus exactement. Mais la première fois que le mouvement mondial a pris position, c'était en 1991. Le mouvement a décidé que les personnes qui étaient arrêtées uniquement en raison de leur orientation sexuelle devaient être considérées comme des prisonniers d'opinion. Et donc c'est là que le travail d'Amnesty sur les questions LGBT a commencé, par cette question de la pénalisation de l'homosexualité dans le monde. Et donc quand on était arrêté uniquement en raison de cette orientation sexuelle réelle ou supposée, on devait être considéré comme un prisonnier d'opinion. Et donc là, Amnesty a commencé à se mobiliser, à créer, utiliser les moyens d'Amnesty, des pétitions, les actions urgentes, à mobiliser l'opinion publique pour justement alerter sur cette inégalité. Et de là, en fait, effectivement, quand on commence à travailler sur la thématique de l'orientation sexuelle, c'est assez difficile de s'arrêter à l'arrestation, et donc petit à petit Amnesty et puis le mouvement en lui-même s'est élargi à l'ensemble des droits humains, et donc très vite Amnesty a aussi commencé à travailler de manière beaucoup plus large sur la promotion et la défense des droits des personnes LGBT. La vision d'Amnesty, c'est toujours la vision d'un monde où chacun peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les textes internationaux relatifs aux droits humains, et donc ça s'applique aussi aux personnes LGBTI+. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personne LGBTI+. J'y viens. Alors, du coup, déjà, les lettres en elles-mêmes, donc LGBTI+, donc c'est pour lesbienne, gay, bi, trans, intersexe et plus. Donc, dans le plus, je vais vous expliquer, c'est toutes les autres minorités sexuelles ou de genre. Et pourquoi ce plus ? Parce qu'en fait, dans le désordre, en gros, il existe beaucoup d'orientations sexuelles et beaucoup d'identités de genre. L'orientation sexuelle n'est pas binaire. Il n'y a pas d'un côté les hétérosexuels et de l'autre côté les homosexuels. Il y a plein de manières de vivre son orientation sexuelle en dehors de cette binarité. On peut soit être hétérosexuel, soit être homosexuel, on peut être bisexuel, attiré par les deux genres, on peut être pansexuel, c'est-à-dire attiré par des personnes indépendamment de leur genre. Le genre ne rentre plus en adéquation avec nos attirances. Il y a aussi des personnes qui n'éprouvent pas les mêmes attirances sexuellement et de manière sentimentale ou amoureuse. Enfin, il y a plein de possibilités possibles dans les orientations sexuelles, et du coup c'est déjà faux de considérer qu'il y aurait deux orientations sexuelles, et
encore plus faux de créer une hiérarchie entre les orientations sexuelles. Et bien d'un côté l'hétérosexuel qui serait l'orientation sexuelle la plus pure et la plus normale, et puis ensuite toutes les autres. Il existe en réalité de manière égale autant d'orientations sexuelles qu'il existe. Il y a plein de possibilités d'orientation sexuelle dans le monde. Donc, quand on est lesbienne, on est a priori une femme attirée par les femmes. Quand on est homosexuel, gay, donc on est plutôt un homme attiré par les hommes. Donc après, voilà, vous allez voir, je vais rentrer dans des spécificités, des fois c'est pas hyper intéressant forcément tout de suite, mais et on aura l'occasion d'y revenir, et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter non plus à m'interrompre. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la conférence si vous avez des questions, et on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux et nombreuses, alors profitez-en. Donc la bisexualité à l'origine, c'était plutôt l'attirance pour au moins deux genres. Et donc comme là encore, nos compréhensions des genres, là aussi on a aussi une vision binaire du genre, donc je vais y venir, mais il n'existe pas que deux genres, il n'y a pas que les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, il y a aussi d'autres manières de vivre son genre. En gros, la bisexualité à la base c'était ça, c'est être attiré par les deux genres. Maintenant on a une meilleure compréhension des différents genres qui existent dans le monde, et donc la bisexualité c'est plutôt de l'attirance vers des genres ou vers certains genres, ou voilà, on peut être attiré par exemple vers une forme de masculinité, mais on peut être attiré par les hommes masculins ou les femmes masculines, ça peut être ça, ça peut être une forme de masculinité par exemple, de bisexualité par exemple. Et la différence du coup avec la pansexualité, vous allez voir en vrai ça se rejoint quand même pas mal, la pansexualité c'est le fait d'être attiré par les êtres humains ou les gens, en fait indépendamment de leur genre, on s'en fout de la manière dont ils s'identifient, la manière dont qu'ils soient femmes, hommes, non-binaires ou autres, peu importe la manière dont ils s'identifient, c'est pas ça qui nous intéresse chez une personne. C'est vraiment sa personnalité, la manière dont elle se comporte. Donc il y a peu de différences, enfin il y a de moins en moins de différences, et les définitions de bisexualité et de pansexualité se rejoignent, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aller très loin dans la catégorisation des orientations sexuelles, des attirances, et en fonction de la manière dont on est attiré, il y a de nouveaux mots qui existent, qui émergent aujourd'hui pour définir des orientations sexuelles que moi-même parfois je ne connais pas, pour justement essayer de mettre un mot sur une spécificité et là encore on peut réfléchir à la nécessité ou l'opportunité d'avoir ces termes-là, parce que des fois on se dit mais pourquoi pour des personnes qui veulent sortir ou des cases, on crée d'autres cases qui nous enferment. Est-ce que ces cases nous enferment réellement ou pas? Est-ce qu'il faut passer par cette étape-là avant d'obtenir autre chose? Voilà, c'est des questions qui restent ouvertes. La classification, elle n'est pas issue d'Amnesty. Non, pas du tout. Elle vient quoi, du monde universitaire qui a fait des recherches? C'est vraiment, non, Amnesty a repris les classifications qui existent dans le monde militant et dans le monde associatif. Après, les universitaires se sont aussi basés sur les témoignages des personnes concernées. Et donc, en réalité, les classifications majoritaires, c'est souvent on parle souvent des personnes LGBT ou LGBTI. Et après, dans le plus, voilà, il y a plein de minorités de genre et plein de minorités sexuelles qu'on ne peut... Enfin, si on voulait toutes les citer, on ne pourrait pas, donc ça devient assez compliqué. Mais on mentionne le plus justement pour dire qu'il y a d'autres manières de vivre son orientation sexuelle, d'autres manières de vivre son identité de genre. Et en fait, dans ce cycle, LGBT ou LGBTI+, en fait, il y a plein de thématiques. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on travaille sur l'orientation sexuelle, mais en réalité, l'orientation sexuelle dans LGBT, ça concerne les lesbiennes, les gays et les bi, mais la transidentité, c'est pas une orientation sexuelle. En fait, c'est une autre thématique qui est l'identité de genre. Et il y a beaucoup de confusion entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais déjà, la première chose, c'est d'expliquer que c'est pas la même chose. C'est deux thématiques. L'identité de genre, c'est la manière dont on perçoit son genre. Moi, par exemple, je me trouve masculin, j'ai été, on dit assigné, ou en tout cas mes parents m'ont genré, ou les médecins à la naissance ont détecté que j'étais un petit garçon. Donc j'ai été assigné garçon à la naissance, et aujourd'hui je m'identifie comme un homme, et donc je suis une personne cisgenre. Ça veut dire que donc c'est l'inverse de transgenre. Les personnes transgenres, c'est les personnes qui ont un genre qui est différent du genre qui leur a été attribué à la naissance. Donc si on m'attribue un sexe ou un genre masculin à la naissance, et qu'en réalité je suis une fille ou une femme trans, je suis une personne transgenre. Si je vis dans le genre qui m'a été attribué à la naissance, je suis une personne, à l'inverse, cisgenre. Là, il y a deux genres qui sont cités, qui sont dans le règne biologique. Il y a le transgenre qui est un
un genre qui se construit grâce au travail humain, mais il y a un genre dont vous ne parlez pas, c'est l'hermaphrodisme. J'en suis pas encore là. Je vais vous inquiétez pas, vous allez avoir une réponse à toutes vos interrogations. Mais, en fait, c'est le mot trans, ça je devrais le connaître, mais en gros, ça vient de la physique-chimie, et donc c'est quelque chose avec un rapport avec les molécules, et la manière dont ils se déplacent. Et donc cis, c'est la même chose, c'est l'inverse de trans, et en gros, c'est des molécules qui sont placées du même côté ou du côté inverse. Je pense que ça veut dire ça à la base. Non, mais normalement, étymologiquement, cis, c'est de notre côté. Voilà, et trans, c'est de l'autre côté. C'est pour ça qu'on avait la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine. Non mais merci beaucoup pour cette explication, parce qu'on ne me pose pas souvent la question, mais voilà, du coup on a rajouté genre, et donc cisgenre et transgenre pour dire est-ce qu'on est du même côté ou pas du même côté que le genre qui nous a été attribué à la naissance. Mais en réalité, du coup, le fait d'être transgenre ou d'être cisgenre, c'est pas un genre en soi. Notre genre, c'est d'être un homme, une femme, ou en dehors de ce genre-là, notre identité de genre, quand on est une femme trans, on est une femme. Il se trouve qu'on est une personne transgenre parce qu'on n'a pas été assigné femme à la naissance, mais en fait notre genre, c'est d'être une femme ou d'être un homme, ou on va y venir d'être non-binaire. Mais être trans, c'est pas un genre en soi. Mon genre, c'est pas d'être une personne cisgenre. On va éviter les diminutifs. Je suis une personne cisgenre, mais c'est pas mon genre. Mon genre, c'est que je suis un homme. Donc ça, l'expression, mon identité de genre, c'est celle-ci. Donc on peut s'identifier, comme je vous l'ai dit, en tant majoritairement homme ou femme, et donc il existe aussi une minorité de personnes qui s'identifient en dehors de cette binarité femme-homme, qu'on appelle les personnes non binaires. Donc c'est toujours bizarre d'identifier les personnes par rapport à d'autres. C'est comme quand on parle des personnes non blanches, on les identifie par rapport à la blanchité, c'est toujours un peu bizarre. Donc les personnes non binaires, ce sont des personnes qui ne s'identifient ni femme ni homme, ou ni totalement femme ni totalement homme. Et donc là aussi, je vous invite à aller lire des témoignages de personnes non binaires, parce que c'est toujours plus intéressant quand c'est des personnes concernées qui vous expliquent comment elles en sont venues à s'identifier en tant que non binaire. Parce que moi, pour le coup, je suis une personne binaire. Mais en gros, c'est de se dire aujourd'hui, si on veut y réfléchir, parce qu'on a un peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre société actuelle ? Cette réponse n'est pas toujours la même en fonction des époques et de là où on se place dans le monde, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme ? Et donc, si je vous pose la question, vous pouvez commencer à avoir des réponses sur les organes sexuels, sur la morphologie, sur plein de stéréotypes. Comment ? Oui, après on peut avoir plein de... Comme c'est le journée de la défense des droits des femmes, il peut y avoir plein de stéréotypes qu'on peut aussi associer à la féminité ou à la masculinité, mais en réalité, pour chaque attribut qu'on attribue aux femmes, en fait, des hommes pourraient, ou l'inverse, il n'y a rien de si spécifique que ça à être un homme ou une femme aujourd'hui. Du coup, il y a des personnes, en tout cas, qui rejettent cette idée qu'elle serait totalement femme ou totalement homme, et que cette catégorisation du genre ne leur convient pas. Et ce qui leur convient par-dessus tout non plus, c'est cette hiérarchisation aujourd'hui dans notre société de l'homme sur la femme, de ces inégalités fondées sur le genre. Et donc, ils s'identifient vraiment en dehors de cette binarité. Et donc, ce sont les personnes non binaires. Donc, tout ça, ça concerne l'identité de genre. Je suis soit un homme trans, une femme cisgenre, un homme cisgenre, une personne non binaire. Mais ça ne veut rien dire, pour tout complexifier encore, ça ne veut rien dire de la manière dont j'exprime mon genre. En fait, peu importe mon genre, je peux l'exprimer de la manière dont je veux. Par exemple, moi je suis un homme, j'ai pas de vernis, mais des fois je porte du vernis. J'ai une boucle d'oreille, je me suis décoloré les cheveux. J'exprime mon genre un peu comme je veux. Et chacun exprime son genre masculin ou féminin différemment. Vous n'êtes pas tous et toutes, vous ne présentez pas tous et toutes de la même manière. Donc chacun présente son genre et a une expression de son genre féminin ou masculin différent. Et donc souvent, ce qui se passe, et c'est ça aussi qui lie un peu, vous allez voir toutes ces thématiques, c'est qu'en fonction de la manière dont on exprime son genre, donc je sais pas, les manières qu'on peut avoir, les choses que je fais avec cette main là par exemple, la manière dont on exprime son genre, ça peut avoir un impact sur l'idée qu'on se fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre d'une personne. Par exemple, un homme efféminé, on a tendance à penser que ce serait un homme homosexuel. Par exemple, parfois c'est le cas, mais en fait, l'expression de mon genre n'a pas de lien avec mon orientation sexuelle.
On peut être un homme efféminé sans être gay. On peut être une femme tout à fait masculine sans être attiré par les femmes. Parce que du coup, encore une fois, il faut bien faire une distinction. Donc si déjà on retient ça ce soir, ça sera déjà bien. Qu'il y a d'un côté l'orientation sexuelle, de l'autre l'identité de genre, et qu'en plus, du coup, chacun et chacune exprime son genre de la manière dont il veut, et après de la manière aussi dont il a été éduqué, et de son rapport parfois à la religion, à la culture, à la tradition. Et encore une fois, on n'est pas femme de la même manière en France aujourd'hui ou avant, comme on n'est pas femme de la même manière en Inde, en Afghanistan et aux États-Unis. Même s'il y a une culture occidentale qui est très forte et qui en vient à créer une uniformisation de ce que c'est être aujourd'hui un homme et une femme, en vrai c'est assez différent par rapport aux lieux et aux cultures dans le monde. Donc voilà, d'un côté il y a l'orientation sexuelle qui n'est pas binaire, de l'autre l'identité de genre qui n'est pas binaire non plus, et pour ne rien arranger, parce que comme on a parlé de l'hermaphrodisme, il y a aussi la question des organes sexuels et du sexe. Et donc il va falloir arriver à faire la différence, et ça je trouve que c'est quelque chose qui devient un peu compliqué, parce que c'est assez confus aujourd'hui en France. Il y a une vraie différence entre le genre d'une part et le sexe d'autre part. Le genre, c'est vraiment la manière dont je m'identifie. Je me dis, moi je me sens homme aujourd'hui. En fait, le fait de se sentir homme, ça n'a pas de rapport avec mes organes sexuels. D'ailleurs, a priori, on ne connaît pas les organes sexuels des gens qu'on croise dans la rue, et on arrive quand même à se faire une idée du genre dans lequel ils s'identifient. À part quand il y a des questions des fois de fluidité ou d'androgynie, ou des personnes où on ne sait pas trop exactement, mais la plupart du temps, vous arrivez à avoir une image assez précise de est-ce que je parle un homme ou une femme. Alors que vous ne connaissez pas du tout ses taux hormonaux, vous ne connaissez pas du tout ses chromosomes, vous ne connaissez pas du tout ses organes sexuels, mais vous avez une idée par son apparence en tout cas, donc par rapport à son expression de son genre, qui il ou elle est. Et en fait, si on parle des organes sexuels, ce qu'on appelle dans les organes sexuels, qu'est-ce que ça regroupe? Donc ça regroupe les organes sexuels primaires, les organes sexuels secondaires, donc je l'ai dit, les taux hormonaux, les chromosomes, tout ça, c'est tout ça le sexe. Et donc il se trouve que le sexe n'est pas binaire non plus. Il n'y a pas d'un côté le sexe mâle et de l'autre côté le sexe femelle, et ce serait 50-50 dans l'humanité. L'humanité est pleine de surprises. Il se trouve qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas totalement, qui correspondent pas totalement à ce qu'on entend par le sexe mâle ou le sexe femelle. Et donc ces personnes-là, on les appelle les personnes intersexes. On a longtemps utilisé le terme d'hermaphrodisme, de personnes hermaphrodites pour les désigner, mais en réalité l'hermaphrodisme c'est plus dans le règne animal. Et je ne suis pas spécialiste du règne animal, mais a priori, il me semble que l'hermaphrodite, c'est plutôt les animaux qui sont capables de se reproduire ou qui ont deux organes sexuels qui fonctionnent. Donc là, les personnes intersexes, on n'est pas du tout dans cette... ils n'ont pas deux organes sexuels fonctionnels à 100%, ils n'ont pas tout le patrimoine génétique des deux sexes, ils ont un mélange des deux. Donc, par exemple, c'est des personnes qui ont des organes sexuels primaires, je ne sais pas, mâles, mais des taux hormonaux féminins. Des chromosomes qui sont XXY, donc qui ont une variation des caractéristiques sexuelles. Et donc là encore, il y a plein de variations possibles. Et donc selon plusieurs études, selon l'ONU, et c'est aussi le chiffre qu'a repris Amnesty, il y aurait 1,7% de la population mondiale qui serait intersexe. Et 1,7%, pour vous donner une idée, c'est un peu le même taux de personnes avec les cheveux roux dans le monde. Donc vous avez croisé dans votre vie autant de personnes aux cheveux roux que de personnes intersexes. Pourtant, a priori, vous ne le savez pas. Et donc, c'est important de bien comprendre cette distinction, parce qu'en fait, peu importe notre sexe biologique, nos organes sexuels biologiques à la naissance, et ben là encore, ça n'a pas de lien avec notre identité de genre. Donc, majoritairement, quand on est avec des organes sexuels mâles, on est assigné garçon, parce qu'on a un pénis à la naissance, donc on dit, a priori, c'est un garçon. Et quand on grandit et quand on évolue dans notre société, la majorité des personnes s'identifient comme des garçons, et donc la majorité sont des personnes cisgenres. Mais en fait, c'est possible aussi que peu importe nos organes sexuels, on ne s'identifie pas, en tout cas dans le sexe qui nous a été attribué à la naissance. Parce qu'encore une fois, la manière dont j'exprime mon genre ou je m'identifie n'est pas liée exclusivement à mes organes sexuels. Donc il faut déjà faire la distinction entre sexe et genre.
Et ensuite, il faut comprendre que le sexe, le genre et l'orientation sexuelle n'est pas binaire. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Et j'en ai bien conscience. Et c'est pas grave si tout n'est pas très clair ce soir, mais déjà arriver à comprendre qu'effectivement, et c'est pas parce que le sexe n'est pas binaire que le genre n'est pas binaire. On peut avoir des organes sexuels intersexes, être intersexes et s'identifier d'une manière tout à fait binaire. C'est pas parce que nos organes sexuels sont intersexes qu'on est forcément une personne non binaire. On peut très bien être un homme intersexe et s'identifier comme un homme et donc être un homme cisgenre intersexe. Allez, j'en rajoute des mots. J'en ai encore un. Si jamais on n'est pas intersexe, je disais juste que quand on est transgenre, c'est assez compliqué donc il faut me faire répéter. C'est quand on est une personne transgenre, on ne s'identifie pas. La définition d'une personne transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Voilà. Et quand je dis assigné, c'est qu'en fait, je n'ai pas d'autre terme, mais c'est celui-là qu'on emploie, mais en gros, quand on a un bébé qui naît, il faut lui, en France en tout cas, dans la majorité des pays, il faut lui donner un sexe, ou un genre, et on mélange souvent les deux. Et donc, quand il y a un bébé qui naît, il faut qu'on ait fait une déclaration à l'état civil et qu'on coche une case, aujourd'hui en France, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Et sur la carte d'identité, il y a marqué sexe, homme, femme, ce qui serait plutôt genre normalement, mais bon, peu importe. Donc en fait, quand un enfant naît, il faut lui assigner un genre. C'est ça que j'entends par assignation. Bon, il faut lui donner un genre. Un sexe, l'enfant il est là, et comment on l'appelle, comment on le genre. Et en fait, cette assignation, elle existe même avant la naissance souvent. Parce que il y a plein de couples qui veulent savoir le sexe ou le genre de leur enfant avant qu'il soit né. Et donc on commence déjà aussi à se projeter éventuellement sur la suite. Et après, ça peut avoir d'autres implications sur la couleur de la chambre, sur même la manière dont on se projette sur comment va grandir notre fille ou notre garçon, on se projette pas de la même manière. Donc en tout cas, quand je parle d'assignation, c'est ça, c'est que quand l'enfant naît, il faut lui donner un genre et il faut à l'état civil cocher des cases. Et donc quand on est une personne transgenre, c'est qu'en gros la case d'aujourd'hui ne correspond pas à la case d'hier. Et donc quand on est intersexe, eh ben donc on est de manière intersexe, mais il n'y a pas de case intersexe à l'état civil, il n'y a que 2 cases. Donc on est obligé de cocher une case ou l'autre, et ça a plein d'implications pour les personnes intersexes et plein de violations des droits humains que Amnesty a beaucoup documenté, et je pourrais y revenir. Et donc il faut choisir. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut faire un choix. Et donc un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui on associe ce choix à plein d'opérations, de traitements, de modifications corporelles des enfants intersexes, parce que si on dit que c'est des hommes, eh ben on va essayer de modifier le plus possible leurs caractéristiques sexuelles pour qu'ils correspondent au sexe masculin, alors que c'est pas nécessaire. Et donc à partir du moment où on a coché femme ou homme, eh ben on essaie de faire en sorte que cet enfant il se rapproche le plus possible de ce qu'on considère être la normalité. Et donc si on dit que c'est un garçon, ben on lui crée un sexe le plus garçon possible. Si c'est une femme, ben dans ce cas-là, elle doit pouvoir... parce que je suis désolé, mais c'est comme ça que les médecins le perçoivent. Si c'est une femme, elle doit pouvoir se faire pénétrer à l'âge adulte. Du coup, il faut lui créer de manière opératoire, chirurgicale, de quoi recevoir une pénétration hétérosexuelle un jour. Parce qu'on perçoit... les femmes sont a priori faites pour ça selon les médecins. Je ne crois pas, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, c'est dommage qu'on fasse en tout cas ça à la naissance, puisqu'en fait, il n'y a pas de danger à laisser l'enfant grandir, ne pas le mutiler, enfin ne pas l'opérer sans son consentement de manière irréversible à la naissance. C'est ça que demande Amnesty, sachant qu'en fait, il peut grandir en bonne santé. Enfin, il n'y a pas d'atteinte à sa santé. Parce qu'en fait, s'il y avait des urgences médicales, bien sûr qu'on peut intervenir sur un enfant pour qu'il ait le meilleur état de santé susceptible d'exister. Mais en réalité, pour les personnes intersexes, il n'y a pas d'urgence à opérer. Le mieux, c'est de les laisser grandir. Et à l'adolescence, quand les hormones s'expriment et que là, l'enfant est déjà plus capable de dire dans quel genre il s'identifie ou qu'est-ce qu'il aimerait, dans quel genre il aimerait plus ou moins s'exprimer. Là, effectivement, s'il a envie ou il consent à certaines modifications corporelles ou à des changements de taux hormonaux avec des endocrinologues et tout ça, s'il est encore temps de le faire, il est toujours possible de le faire. Et ça marche toujours mieux quand la personne est consentante que quand on oblige dès la naissance à subir de multiples opérations pour se conformer à un soi-disant sexe et genre. Et donc du coup, ce que je voulais dire à la base, c'était qu'on peut naître intersexe, être assigné garçon et s'identifier comme un garçon toute sa vie aussi. Et donc on n'est pas forcément transgenre parce qu'on est intersexe. Après
Après, c'est sûr, c'est ce que documente aussi Amnesty, que quand on est intersexe et qu'on subit un nombre incalculable d'opérations pour essayer de nous normaliser dans un certain genre, ça peut créer des traumatismes et de créer beaucoup de questionnements sur son genre, alors qu'à la base, si on nous foutait la paix, ce Ça serait... veut dire qu'à la naissance, aujourd'hui, dans la maternité, on cherche si l'enfant est Ouais, intersexe. on opère. Ah, d'accord, Du coup, la France a été condamnée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits de l'enfant, sur le droit des femmes et sur le Comité de l'ONU sur la torture. Il y a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en ce moment. Et dans la dernière loi de bioéthique en France, on a essayé de faire voter des amendements pour protéger les personnes intersexes, avec toujours cette même demande. En fait, en gros, la demande, c'est de différer ces opérations. En fait, ces opérations, elles existent. Certaines personnes transgenres peuvent en avoir envie de faire certaines opérations ou de subir certains traitements. Et dans ce cas-là, attendons que les personnes intersexes soient en capacité de décider. Voilà. C'est vraiment sur la défense des personnes intersexes, c'est beaucoup lié aux droits de l'enfant. Qu'est-ce que dit la Convention internationale sur le droit de l'enfant? Que l'enfant doit pouvoir participer à toutes les décisions qui concernent son corps, surtout si elles sont irréversibles, plutôt que les opérer à la naissance sans leur consentement. Donc c'est un peu ça que demande Amnesty. Mais j'y reviendrai. Et j'ai pensé à un truc que j'ai oublié de vous dire, mais ça me reviendra alors. Mais donc, déjà, quand on parle des personnes LGBTI+, c'est tout ça. Et donc c'est beaucoup plus large que juste finalement l'homosexualité ou le droit de se marier. Parce que ça en fait partie, mais c'est une thématique parmi d'autres. Et c'est assez rare d'ailleurs. Il y en a une, c'est la Charte européenne des droits fondamentaux, qui date de 2004 ou 2005. C'est un des textes sur les droits humains les plus récents, mentionne l'orientation sexuelle, mais en réalité, la Convention européenne des droits de l'homme non plus ne mentionne pas explicitement l'orientation sexuelle. En fait, tous ces textes-là, ils sont écrits de la même manière. Ils reconnaissent que tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit, que personne ne doit faire l'objet de discrimination, notamment en raison, et donc on cite un certain nombre de critères, qui étaient les critères qui étaient majoritairement acceptés à l'époque où ces textes ont été écrits. Mais comme on n'est pas si con, on a quand même pensé à l'idée qu'il y avait d'autres discriminations qui étaient possibles, et qu'on n'avait pas forcément les mots ou la compréhension à l'époque pour les écrire de manière explicite. Et donc dans chaque texte, il est bien écrit « ou tout autre critère ». Et donc dans tout autre critère, moi j'y mets l'orientation sexuelle, l'identité de genre et plein d'autres choses. Mais du coup, il y a eu de lourds débats, en tout cas, avec certains pays qui disaient nous c'est pas écrit, donc c'est pas notre histoire. Et donc ça a été un long combat pour Amnesty pendant longtemps, de faire comprendre qu'en réalité, quand on parle des droits des personnes LGBTI+, on parle des droits humains. On parle des mêmes droits, on parle des droits fondamentaux. Il n'est pas question de demander des droits nouveaux ou des droits spécifiques, mais bien l'application des droits fondamentaux. Quand on parle des droits des personnes LGBT, on parle de la liberté d'expression. Quand on parle de droits LGBT, on parle de la liberté d'association, de ne pas être victime de violence, de discrimination, d'avoir le droit de vivre une vie familiale normale. Enfin, il s'agit vraiment des mêmes articles, des mêmes textes que tout le monde et dont on devrait avoir accès sans discrimination. Et donc c'est l'idée de cette exposition qui reprend les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui les applique aux droits des personnes LGBT. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de la regarder, je vous invite à y jeter un œil ou à la commander puisqu'on en a encore quelques-unes. Parce que du coup, elle avait l'objectif, en tout cas, de cette exposition à cette époque, c'était vraiment d'arriver à faire comprendre ça, que c'était pas des droits nouveaux, parce que c'est encore un stéréotype qu'on entend souvent, qu'est-ce que veulent encore les personnes LGBT, qu'est-ce qu'elles réclament encore? La seule chose que les associations réclament, c'est l'égalité, c'est les mêmes droits que toutes et tous, sans discrimination. Le mariage, c'est pas un nouveau droit. Le droit de se marier, il existe depuis toujours, au moment où il a été créé, dans le code civil. Mais du coup, à partir du moment où il existe, il devrait exister pour toutes et tous sans discrimination. C'est qu'en fait, c'est pas un droit nouveau, c'est qu'il a été réservé aux personnes hétérosexuelles pendant un certain temps, et qu'à partir de maintenant, si on veut mettre fin aux discriminations, dans ce cas-là, il faut accepter l'idée que deux personnes de même sexe ont le droit et peuvent se marier. Et donc ça a été l'idée de cette campagne et l'idée de le combat d'Amnesty pendant longtemps. Et par exemple en Afrique, il y a, dans la pénalisation des personnes, je vais revenir là-dessus plutôt, dans les pays qui pénalisent l'homosexualité dans le monde, je dis 69, il y en a 40 qui pénalisent uniquement l'homosexualité masculine,
parce que c'est la sodomie qui pose problème, il va falloir le dire à un moment donné. C'est considéré, enfin ça a été considéré à une époque comme encore une fois des relations contre nature qui n'étaient pas liées à la procréation et donc qui devaient être interdites, qui étaient contraires à la culture, à la tradition, à la religion. Alors que les relations sexuelles féminines, déjà pour de nombreux états ça n'existe pas. Comment deux femmes pourraient trouver du plaisir sans hommes, c'est tellement loin qu'on en vient à ne même pas penser à le pénaliser. Bon, j'en rigole, mais ça change malheureusement pas la situation des femmes lesbiennes dans ces pays-là, parce que même si c'est pas l'État ou c'est pas la loi du pays qui criminalise directement leur orientation sexuelle, souvent cette persécution elle est déléguée aux familles, et donc ces femmes lesbiennes elles sont souvent victimes de viols, ce qu'on appelle viol correctif, avec cette idée qu'on pourrait modifier ou changer l'orientation sexuelle d'une personne par un viol, ou par le mariage forcé. Enfin, il y a d'autres persécutions que les femmes lesbiennes subissent dans ces pays-là, même si leur orientation sexuelle n'est pas directement criminalisée, parce qu'en fait, à partir du moment où la loi pénalise certaines orientations sexuelles, et ça légitimise une forme d'homophobie dans la société environnante. À partir du moment où ces lois existent, même si elles ne sont pas appliquées ou peu appliquées, elles contribuent à marginaliser et à stigmatiser les minorités sexuelles et les minorités de genre. Et d'où elles viennent ces lois, du coup? Quand est-ce qu'elles ont été créées? Et en fait, si on regarde bien, et Amnesty l'a documenté dans un premier rapport qui est sorti en 2013, qui s'appelle « L'amour n'est pas un crime », enfin, sur la criminalisation de l'homosexualité dans l'Afrique subsaharienne, que je trouve un très bon rapport, dans ce que Amnesty fait de mieux. Et donc Amnesty a voulu faire un état des lieux des lois et des pays et des situations des personnes LGBT dans le monde, et s'est intéressé sur l'origine de la plupart de ces lois, et il se trouve que c'est l'Occident, lors de la colonisation, qui est venu importer son homophobie et ses textes, et que la source en tout cas des textes de loi liés à la persécution des personnes LGBT, elle n'a pas une origine africaine, elle a une origine occidentale, et c'est nous qui, lors de la colonisation, avons imposé notre vision de la sexualité, des relations, des mœurs, de la procréation à cette époque-là, alors que de nombreuses études montrent qu'il y avait une acceptation beaucoup plus fluide en Afrique avant la colonisation. Il y avait beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de recherches et d'études qui existent sur le sujet qui montrent qu'il y avait plein de manières de vivre son genre en Afrique avant la colonisation. Il y a beaucoup de langues et dans beaucoup d'ethnies qui ont des mots pour désigner les femmes-hommes, femmes-femmes, hommes-femmes. Enfin, toute cette fluidité du genre, elle existe déjà dans plusieurs ethnies africaines. Il y a plein de peintures rupestres qui montrent des mariages entre personnes de même sexe, il y a des mariages de femmes lesbiennes qui sont documentés dans plus de 40 groupes ethniques. Donc je veux dire, cette diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre, elle existe partout depuis toujours. Enfin, les personnes LGBT, elles ont toujours été là, même si on n'avait pas les mots, on ne disait pas qu'il y avait des personnes non-binaires à l'époque, parce que le terme non-binaire, on l'utilise depuis 5 ans, quoi, mais en fait, l'idée que des personnes ne soient pas totalement dans un genre ou soient androgynes, ça existe depuis toujours. C'est juste que notre compréhension aussi de ces identités, elle s'est améliorée avec le temps. Mais en gros, il y avait en tout cas une fluidité beaucoup plus importante en Afrique. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y avait une tolérance, une acceptation qui était forcément mieux, mais en tout cas, il n'y avait pas de texte légal qui venait pénaliser, persécuter les personnes. Au contraire, elles avaient même un rôle social. Par exemple, les personnes homosexuelles, du coup, étaient chargées, comme elles se reproduisaient pas, elles étaient chargées de remplacer les personnes qui parfois soit décédées, soit partaient ailleurs. Enfin, elles avaient un rôle social du fait qu'elles n'avaient pas forcément de famille ou de reproduction liée à leur orientation sexuelle. Du coup, il y avait une organisation qui faisait que quand quelqu'un devait décéder, du coup c'est cette personne-là qui pouvait s'occuper des enfants parce qu'il était à l'âge de s'en occuper et que lui-même n'avait pas d'enfants. Bon, chacun après son organisation sociale, mais il n'y avait pas de loi en tout cas qui pénalisait l'homosexualité. Alors qu'en Occident, on a pénalisé l'homosexualité de longue date. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France, la vraie dépénalisation de l'homosexualité, ça date de la Révolution. Et donc on avait dépénalisé l'homosexualité chez nous, le crime de sodomie, on avait dépénalisé chez nous à la Révolution, mais on a quand même été pénalisé l'homosexualité dans des pays africains. On a contribué à pénaliser l'homosexualité au Cameroun,
par exemple. Et c'est cette loi qui est aujourd'hui toujours appliquée et qui est utilisée pour persécuter des personnes LGBT aujourd'hui. Lors du Concordat ou dans nos présences au Liban, en Tunisie et dans plein d'autres pays, on a participé dans la rédaction de leur code pénal à la persécution des personnes LGBT. Alors que même nous-mêmes, on l'avait dépénalisé. Il n'y a pas que la France, vous imaginez bien que la Grande-Bretagne, ça a été la championne du monde de la persécution des homosexuels dans le monde, et dans toutes les anciennes colonies, en Inde, au Kenya, en Ouganda, même partout. La plupart des lois aujourd'hui homophobes, elles proviennent de la colonisation du Royaume-Uni. Alors que par exemple, toutes les anciennes colonies du Portugal ont dépénalisé l'homosexualité. La dernière, c'était l'Angola, il y a quelques années. Mais voilà. Donc en fait, chaque pays a participé à un moment donné à l'exportation de l'homophobie. Et c'est quelque chose qui est important de rappeler, parce que quand on travaille sur la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde et en Afrique, on nous renvoie souvent que c'est l'Occident qui veut imposer sa vision du monde, sa vision de l'homosexualité, qui veut imposer l'homosexualité en Afrique, alors que ce qu'on a imposé, c'est l'homophobie. On a importé de l'homophobie, et c'est nous qui sommes responsables de cette homophobie. Donc l'idée, c'est pas de refaire la même chose aujourd'hui, d'imposer l'acceptation de l'homosexualité, ça ne marche pas. Effectivement, aujourd'hui, on est vu comme culturellement, comme l'Occident qui voudrait imposer la manière de vivre et de faire, mais il faut avoir conscience que, en tout cas, cette pénalisation, elle provient bien de l'Occident. On a notre part de responsabilité, donc on pourrait aussi agir en conséquence, mais bon, on n'est pas encore là. Et donc en tout cas, ça pose une difficulté, parce qu'en tout cas, à chaque fois qu'on veut travailler sur un pays africain, la population, l'État, leurs décideurs politiques nous renvoient l'idée qu'on est l'Occident et qu'on n'a pas du tout à se mêler sur ces questions-là, et que dans leur culture et leur tradition actuelle, ils ont un profond rejet de l'orientation sexuelle. Donc il n'est pas question que l'Occident vienne leur dire comment ils doivent faire. Et donc Amnesty a commencé à travailler sur cette idée que si plusieurs pays africains ne reconnaissaient pas la protection des droits des personnes LGBT dans les textes internationaux qui n'avaient pas été rédigés effectivement par eux non plus, même si on veut que ce soit la déclaration la plus universelle du monde, à un moment donné elle a quand même été rédigée par l'Occident, ils ont travaillé sur les propres textes africains des droits de l'homme, parce que la plus vieille charte africaine des droits de l'homme, c'est la charte de Mandé, c'est une des plus vieilles chartes universelles des droits de l'homme, une des plus vieilles chartes des droits de l'homme du monde, bien avant les nôtres. Ils avaient déjà des textes qui existaient, qui considéraient les êtres humains de manière égale, et donc ils ont commencé à regarder s'il n'y avait pas des textes et des instruments purement africains qui n'existeraient pas pour protéger les personnes LGBT. Quand même très peu, malheureusement, mais les États africains se sont, comme nous Européens, dotés d'une charte africaine des droits et des peuples africaine. Ils ont créé une cour africaine des droits et des peuples pour à peu près, comme ça ne fonctionne pas de la même manière, mais comme notre cour européenne des droits de l'homme, pouvoir sanctionner les pays qui portent atteinte à cette charte ou convention. Et à travers cette charte, ils ont reconnu le droit des peuples, l'égalité entre tous et toutes. Et donc là non plus, ils ne citent pas explicitement leur orientation sexuelle, ça aurait été trop simple. Mais dans leur interprétation et dans les questions qui leur ont été soulevées, les requêtes et les recours, ils ont fini par se prononcer en 2014, et ils ont reconnu qu'effectivement la persécution des personnes LGBT était contraire à la charte africaine des droits et des peuples. Et donc maintenant, on a un outil africain créé par des sociétés africaines et des pays africains dans lequel l'Occident n'est pas impliqué, qui viennent nous dire qu'ils doivent protéger les personnes LGBT. Donc c'est plus simple de dire aux États africains de respecter leurs propres engagements africains, même si je reste persuadé que la Déclaration universelle des droits de l'homme est universelle et que tout le monde devrait pouvoir s'en prévaloir, mais stratégiquement c'est plus compliqué. Mais c'est un peu comme ça qu'Amnesty aujourd'hui travaille sur l'Afrique. C'est vrai que l'Asie, je regarde un peu qui est. C'est vrai que l'Asie, on en parle moins souvent, mais il se passe quand même des choses. Il se passe beaucoup de choses en Russie, ça vous allez vous en douter. En Chine aussi. Et le dernier exemple, c'était Taïwan, qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe. C'est le premier pays à ouvrir le mariage aux personnes de même sexe en Asie. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup de pays, le Japon, qui commencent à édicter des lois qui visent à protéger des discriminations. Il y a plein de choses qui commencent à bouger. Donc, je pense que dans les prochaines années, les prochains pays asiatiques seront les prochains à protéger de manière explicite les personnes LGBT. Mais j'ai quand même bon espoir que la situation s'améliore, même s'il y a des graves retours en arrière.
Par exemple, il y a des grandes manifestations en ce moment au Sénégal qui demandent à durcir les lois qui viseraient à pénaliser l'homosexualité. L'Ouganda, ça fait 10 ans qu'ils nous disent qu'ils veulent condamner à mort les homosexuels alors qu'ils étaient déjà condamnés à perpétuité. Bon, la loi n'a jamais été votée, mais il y a des retours en arrière évidemment qui sont possibles parce que rien n'est jamais acquis. Et donc il faut rester attentif à ces questions-là. Et après, donc en Europe, pour finir, là encore, la situation elle s'est améliorée de manière fulgurante ces dernières années. Mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Si on voulait être honnête, on dirait que c'est une période de stagnation. Il n'y a plus trop d'avancées en termes de droits des personnes LGBT. Et du coup, à l'époque dans laquelle on vit, moi, cette stagnation, je la vois plutôt comme une régression, parce qu'on n'a jamais eu autant conscience des inégalités, on n'a jamais eu de documentation, de rapports, d'experts sur ces questions-là, et donc le fait que ça n'évolue pas positivement, vu les informations qu'on a aujourd'hui, en tout cas personnellement, je le vois plutôt comme une régression. Amnesty aussi. Et effectivement, il y a des pays qui régressent objectivement comme la Pologne et la Hongrie, pour ne pas les citer, effectivement, mais en termes, c'est même que dans les autres pays, il n'y a pas d'amélioration significative non plus, quoi. On avance à des petits pas, de petits pas, et c'est quand même assez long. Donc on va voir après comment, dans les années qui viennent, mais j'ai peur qu'on arrive à un point de blocage qu'il va falloir dépasser. Et après en France, et du coup en France pareil, il y a quand même un certain nombre d'avancées positives dans ces dernières années, et finalement dans ce quinquennat aussi. Donc la dernière loi à avoir été votée, c'est l'interdiction des thérapies de conversion. Alors les thérapies de conversion, c'est toutes les pratiques. On appelle thérapie de conversion plein de choses. On aime bien sur les questions LGBT avoir des mots parapluies qui englobent plein de trucs. Je vous ai dit, le non-binarité, ça englobe plein de choses. La transidentité, plein de choses. Les orientations sexuelles aussi. Donc les thérapies de conversion, c'est toutes les pratiques qui viseraient à modifier ou changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Et donc en gros, c'est toutes les pratiques, il y a 3 types, les pratiques redites religieuses, donc c'est tout ce qui est les prières, l'exorcisme, il y a plein de religions qui ont longtemps fait ça en disant qu'on allait aider les personnes homosexuelles à se devenir hétérosexuelles. Il y a toutes les thérapies de conversion médicale, donc c'est tous les suivis psychologiques ou les traitements par des traitements hormonaux. On avait fait plein d'horreurs, on a fait plein d'expériences sur les personnes LGBT pour savoir d'où ça vient, comment on peut le changer, le modifier, à quel âge. Vous imaginez qu'il y a plein de choses horribles que je vous épargne. Donc c'est les thérapies médicales. Après il y a les thérapies sociétales, et donc c'est tout ce qui est l'entourage, les proches, les discussions ou les viols correctifs, tout ce qui est lié à les êtres humains entre eux. Et donc c'est toutes ces pratiques qui viseraient à modifier ou changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes sans leur consentement qui a fini par être pénalisée en France, et donc c'est une bonne chose parce que déjà on n'avait pas de loi qui le disait. Ces pratiques sont considérées comme de la torture par Amnesty et par les Nations Unies, en raison des dommages psychologiques et des dommages que toutes ces pratiques peuvent causer chez les personnes qui majoritairement se suicident après avoir subi de telles pratiques, parce que c'est une remise en cause permanente de qui on est, de comment on se perçoit, de notre... les témoignages qu'on a pu avoir même en France, parce que ça existe en France, c'est difficile à admettre, mais moi quand j'ai commencé à travailler sur les thérapies de conversion, j'avais cette idée que ça existait qu'aux États-Unis, parce qu'on a vu des documentaires, on a vu plein de choses, mais qu'en France il ne se passait pas grand chose à part Monial. Et en fait, il n'y a pas qu'à part Monial, il y a quand même beaucoup de groupes religieux, beaucoup de médecins, il y a beaucoup de familles qui ont cette idée, des fois quand on leur annonce qu'il y a un coming out qui est fait dans la famille, on peut changer, on peut améliorer, on va aider, et souvent c'est pas forcément malveillant en soi. Par exemple, quand on apprend que son enfant est homosexuel, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, l'accepter et l'aimer. Ça pourrait être je vais te soigner, je vais t'améliorer, je vais t'aider, je vais te normaliser, et du coup je demande des conseils à des personnes que je fais confiance. Donc si je suis une personne religieuse, je peux aller voir dans ma paroisse ou un prêtre, quelqu'un avec qui j'ai une confiance, et puis lui aussi il va se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et beaucoup de prières, on va voir, et l'exorcisme, et on peut faire des choses, et du coup c'est plein de gens qui veulent du bien à tout le monde.
qui crée de vrais traumatismes et de grandes violences chez les personnes qui peuvent être victimes. Donc ça, c'est la dernière loi qui a été votée en France. Ensuite, dans ce quinquennat, on a eu la loi de bioéthique qui a ouvert la procréation médicalement assistée aux femmes lesbiennes et aux femmes seules. Ça aussi, ça a mis du temps. La position d'Amnesty là-dessus, elle est assez claire. Amnesty, en tant que mouvement, ne se positionne pas tellement sur l'accès à la PMA. Enfin, le fait que les sociétés ou les États ou les personnes décident d'avoir recours à la PMA, c'est un choix qui est éthique. Et Amnesty n'a pas de position vis-à-vis de la PMA en tant que telle. Est-ce que les êtres humains devraient pouvoir accéder à des formes de procréation médicalement assistée? Amnesty n'a pas à avoir de position par rapport à ça. Par contre, la position d'Amnesty, c'est qu'à partir du moment où ça existe, ça doit exister pour tout le monde, sans discrimination. Si il y a la PMA pour les couples hétérosexuels, la PMA elle doit être ouverte aux couples homosexuels. Il n'y a pas de raison de restreindre cet accès à un bien, un service, à un travail, à des personnes en raison d'un critère de discrimination. Et donc, j'aime pas faire ce parallèle, mais je suis parti, donc trop tard. Parce que la PMA, on confond toujours la PMA et la GPA, la gestation pour autrui, qui n'a rien à voir et qui n'est pas liée. Et ça fait 8 ans qu'en France on ne parle que de ça, alors que, à ma connaissance, aucun candidat ou candidate à l'élection présidentielle ne propose d'ouvrir la GPA. Donc c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas un sujet d'actu. Et pourtant, depuis le mariage, dès 2013, on ne parlait que de ça, de cette fameuse GPA. Amnesty, je pense, ne se prononcera jamais sur la question de la GPA, parce qu'en fait, c'est pas sur notre question, quoi. Ou alors, ce serait vraiment d'aller regarder est-ce que les pratiques actuelles de la GPA ou les réseaux de PMA, est-ce qu'il y a des atteintes manifestes aux droits humains? Mais la GPA en tant que telle, donc on peut imaginer ce qu'on veut sur la GPA, mais Amnesty ne se positionnera pas. À partir du moment où elle existe dans certains pays, on l'a jamais fait, hein. Mais par exemple en Israël ou aux Pays-Bas, la GPA elle existe depuis toujours. Les couples hétérosexuels peuvent avoir accès à la GPA depuis toujours, et les couples homosexuels ne pouvaient pas y avoir accès. Donc depuis cette année, l'Israël et les Pays-Bas ont ouvert la gestation pour autrui aussi pour les personnes homosexuelles. Et donc je pense peut-être que, c'est pas dans l'agenda d'Amnesty de toute façon, mais c'est pour vous expliquer qu'en réalité on n'est pas pour ou contre la PMA, on n'est pas pour ou contre la GPA, ça ne nous concerne pas, on est contre les discriminations. Donc voilà, dans ce quinquennat, donc la loi la plus importante qui a été votée récemment, ça reste quand même la question du mariage en 2013, qui a occasionné un certain nombre de discours de haine et de discours qui ont augmenté le nombre d'agressions fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans notre pays. Il y a beaucoup de rapports d'SOS homophobie qui montrent que ces discours de haine homophobes et transphobes tenus parfois par des personnalités politiques à partir du moment où on entend des personnalités politiques tenir des discours de haine, d'ailleurs peu importe lesquels, mais des discours discriminatoires, et ça a un impact direct dans la société et ça légitimise en quelque sorte ces propos homophobes et transphobes dans notre société. Donc et après de ces propos se transforment parfois en actes, et donc il y a un lien entre tout ça. Vous avez vu, moi sinon je continue. Hein. J'ai tendance à parler. Hein. Donc je vous ai fait un petit tour de table de ce qui se passe, quel est l'état du monde aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, j'espère. Qu'est-ce qu'on entend par les personnes LGBT? Vous avez appris plein de nouveaux mots. Et si vous avez oublié, n'hésitez pas de me redemander. Je ne sais pas si j'étais très clair tout le temps, parce que j'essaye d'être le plus pédagogique possible, mais ça fait longtemps que je fais ça, donc quand je dis que je suis une personne cisgenre, il y a des personnes à cisgenre, intersexe, diadique, non-binaire, on peut être un peu perdu, et je pense que c'est normal. mais voilà, si vous avez des questions, je suis disponible, donc n'hésitez pas. C'est maintenant que jamais, il n'y a pas de mauvaises questions en plus, je suis vraiment là pour y répondre. Moi j'en ai aussi. Allez-y, oui. Donc si on voit par exemple une discrimination pour quelqu'un dans la rue ou quoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, ça dépend de ce qu'on entend par discrimination. Est-ce que c'est une insulte, une violence? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on refuse quelque chose? Il faut l'adresser à quelqu'un? À Amnesty ou quoi? On peut, parce qu'à la police... on peut toujours nous adresser des choses. On est là aussi pour ça. Et c'est vrai qu'Amnesty, on n'a pas c'est vraiment une association de plaidoyer, de campagne, de grand public. On n'est pas, ou très peu, une association d'accompagnement. Alors, exceptionnellement, on le fait pour les demandeurs d'asile, mais la logique
d'Amnesty ne va pas dans ce sens. D'accord. Effectivement, quand on est un mouvement de juristes qui travaille sur l'asile, c'est stupide de ne pas utiliser nos capacités pour accompagner des gens dans le besoin, qui nous saisissent. Mais en tout cas, pour les questions LGBT, il y a quand même beaucoup d'assauts LGBT qui existent. Donc souvent, elles ont un accompagnement, puis comme c'est des personnes concernées, ils ont un accompagnement qui est peut-être plus rapide ou Donc plutôt meilleur. les associations alors. Qu'Amnesty, oui, mais on travaille souvent en lien, parce qu'on travaille souvent avec eux. Mais en gros, il y a plein de choses. Aujourd'hui, effectivement, en France en tout cas, il y a plein de lois qui interdisent les insultes homophobes, qui considèrent que certaines violences ont un caractère aggravant s'ils sont fondés sur un critère de discrimination, notamment l'orientation sexuelle, l'identité. Si on frappe quelqu'un, c'est pas la même chose de frapper quelqu'un et de le frapper en insultant. De tapette, et ben, la peine n'est pas la même, parce qu'on considère que c'est une circonstance aggravante de cette violence. Et donc la police, avec tous les défauts qu'a la police et la gendarmerie pour accepter des plaintes et accompagner les victimes et poursuivre certaines infractions, on a en tout cas dans la loi tout un dispositif qui permet de protéger normalement les victimes. Et du coup, après, on a plein d'institutions aussi. Le défenseur des droits fait ça très bien. Faut pas hésiter à saisir le défenseur des droits quand on est victime de discrimination, parce que cette institution est faite pour ça. Et donc oui, ça dépend déjà d'écouter la personne, la soutenir, l'aider. Ça dépend du niveau de discrimination dont on a été victime. Et c'est vrai que quand on est victime de discrimination, ça peut être assez violent. Donc voilà, ça dépend de comment la personne réagit aussi. Donc ça dépend de la discrimination en tant que telle. Mais oui, voilà. Les associations LGBT. Vous avez des noms? Oui, par exemple, parce que j'avais prévu de faire un PowerPoint à la base. Donc j'ai un ami qui s'est fait agresser ce week-end, et du coup j'ai passé mon week-end à l'accompagner pour porter plainte en raison d'une violence homophobe, pour le coup, et donc j'ai pas fait pour le PowerPoint. Mais du coup, oui, la plainte pour le coup s'est bien déroulée. L'officier de protection était plus ou moins formé aux questions LGBT, il n'était pas du tout problématique et il était plutôt très bienveillant d'ailleurs, ce qui est rare, mais il faut le saluer quand ça se passe bien, alors faisons-le. Et du coup, même s'il n'y a pas vraiment besoin d'accompagnement, mais c'est toujours bien d'avoir une association qui aide, des avocats, des personnes qui ont l'habitude de cette procédure, parce qu'il y a plein de choses bêtes qu'on oublie. Voilà, il y a des personnes dont c'est le travail, dont ils s'engagent pour cette question. Donc il y a SOS Homophobie, qui est la principale association sur les questions LGBT en France, et qui publie un rapport ils ont une ligne d'écoute. Donc si on a besoin de parler parce qu'on a été victime de quelque chose, on a une écoute déjà qui est importante de ces bénévoles, et ensuite il publie un rapport ou juste si on a des questions sur sa sexualité, sur son bien-être, qu'on est isolé, on n'est pas obligé d'être tabassé pour appeler SOS Homophobie, on peut aussi appeler quand on a des questions. Ils sont aussi là pour y répondre, et c'est toujours plus agréable d'ailleurs d'essayer de ne pas faire que des violences homophobes. SOS Homophobie publie un rapport chaque année autour du 17 mai. 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBTI-phobies. Et du coup, c'est un peu un état des lieux comme le rapport annuel d'Amnesty, donc chaque année, qui fait le point sur le nombre d'appels qu'ils ont reçus, quelles thématiques, faire une analyse de la situation en France. Donc d'abord SOS Homophobie. Stop Homophobie, c'est une autre association, et elle s'occupe beaucoup plus vraiment elle ne fait pas le rapport, ou très moins en tout cas, et sa spécificité c'est vraiment l'accompagnement juridique des plaintes, l'accompagnement des dépôts de plaintes. Ils ont plein d'avocats qui font des recours systématiquement en cas de discrimination, d'attaque, de violence ou de discours de haine dans les médias. Donc ça, il y en a pas mal. Et après, il existe plein de centres LGBT ou d'assauts LGBT en région. Il y a plein de choses qui existent. Et elle, c'est plus un côté social. Il y a toujours un côté plaidoyer, lobby, même au niveau local, régional, départemental. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que le national, mais il y a aussi beaucoup de permanence d'accueil et d'écoute. Vraiment toute cette idée de... En fait, c'est dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est logique d'avoir intégré un certain nombre de stéréotypes. Et du coup, quand on a des questions, on a des incompréhensions sur la sexualité ou sur notre orientation sexuelle, et ben on peut avoir des endroits où on peut se retrouver pour en discuter calmement. Il y a beaucoup de choses sociales qui existent aussi dans plein d'assos. Donc j'ai pas regardé aux alentours ici qu'est-ce qui existe, mais vous pouvez regarder, j'imagine qu'il y a des choses quand même. Oui. Alors, il y a encore 69 pays qui criminalisent l'homosexualité. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Tu as dit aussi que nous en France, c'est depuis la Révolution qu'il n'y a plus de criminalisation de l'homosexualité.
Alors, on a dépénalisé le crime de sodomie à la Révolution. D'accord. Et donc, souvent en France, quand on parle de dépénalisation, on ne cite pas la Révolution française. On cite 81, 82. J'ai un gros doute sur. On cite une date beaucoup plus récente, qui est en fait l'ajustement de l'âge de consentement entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. En fait, on considérait que les personnes hétérosexuelles avaient le droit à une sexualité à la majorité, donc 18 ans, alors que les personnes homosexuelles, c'était à partir de 21 ans. Et donc en fait, on pénalisait un nombre de personnes qui avaient des relations sexuelles avec des mineurs de 20 ans. Et donc il y a plein de personnes qui ont été persécutées, pénalisées, emprisonnées, parce qu'ils avaient des relations sexuelles supposées avec des jeunes de 20, 21 ans, alors qu'ils avaient 23, 24, ou plus vieux d'ailleurs, mais... alors que c'est... Donc du coup, il y a quand même des personnes qui ont été persécutées et pénalisées en vertu de cette loi, donc on parle aussi de dépénalisation, mais c'est pas exactement la même chose. Non, parce qu'en Angleterre, j'ai fait une conférence sur David Hockney il y a pas longtemps, et David Hockney, il est parti d'Angleterre pour aller à Los Angeles, où c'était beaucoup plus libre, parce qu'en Angleterre, il me semble souvenir que la loi de dépénalisation de l'homosexualité, c'est 1967. Et donc on était, sauf toi, mais on était tous nés quand l'Angleterre a dépénalisé l'homosexualité. Et du coup, elle a dépénalisé après avoir colonisé un certain nombre de pays, ce qui fait que cette dépénalisation ne s'est pas appliquée dans les anciennes colonies. Et oui, après, on ne pourra pas tous les citer, mais il y a plein de figures, pour vous dire que les personnes LGBT existent depuis toujours partout, juste qu'on n'avait pas ces mots pour les utiliser, mais la personne qui a déchiffré le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Alan Turing, était homosexuel, et c'est grâce à lui qu'il a grandement aidé à ce qu'on arrive à combattre l'Allemagne nazie en déchiffrant ce code Enigma, et en fait, en raison de son orientation sexuelle, il a été obligé d'être stérilisé, parce qu'il était persécuté en raison de son orientation sexuelle, il s'est suicidé, parce qu'il ne pouvait plus vivre dans cette société alors qu'il nous avait juste beaucoup aidé. Voilà, il y a plein d'autres exemples de personnes LGBT dans le monde, mais... Oui, il y a juste une petite question sur les origines en fait, de cette persécution. Parce que si je me souviens de mes cours d'histoire, l'homosexualité ou la bisexualité n'était pas persécutée, loin de là, dans la Grèce antique et sous l'Empire romain. Oui, est-ce que cette persécution n'est pas liée aux religions monothéistes? En particulier, parce qu'on retrouve ces mêmes persécutions, donc effectivement, qui sont particulièrement importantes de la part des gens qui sont catholiques intégristes. En Angleterre, c'était pareil parce que c'était pas forcément des catholiques, mais c'était un intégrisme assez forcené. On retrouve la même chose chez les musulmans, et on le retrouve encore aujourd'hui. Ça devient énorme. Je ne sais pas comment ça se passe en Israël au niveau des juifs orthodoxes. Ça, j'ai pas les éléments. Mais est-ce que c'est pas lié... Malheureusement, toutes les religions, le bouddhisme aussi, n'a pas fait preuve d'une grande acceptation de l'homosexualité. Ils nous ont pas épargnés. Non, oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Quand on parle des droits des personnes LGBT, on peut parler de plein de choses. Je ne vais pas parler d'asile non plus, mais effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Mais quand on est dans un pays où l'homosexualité est pénalisée, souvent un des seuls choix, c'est même pas un choix qui s'offre à nous, souvent c'est de fuir son propre pays parce qu'on n'est pas en sécurité. Donc il y a plein de choses à dire sur l'asile, l'exil des personnes LGBT, et comment on les protège ou pas d'ailleurs en France, et comment on arrive à prouver qu'on est homosexuel, comment on prouve qu'on est homosexuel devant des juges. Grande question. Donc c'est un sujet. J'ai pas beaucoup parlé de religion, effectivement, ce soir, et oui, tu as raison, il y a quand même... En tout cas, la propagation de l'homophobie et la transphobie dans le monde a beaucoup été liée à la religion, et les intégrismes religieux aujourd'hui sont toujours en tout cas aujourd'hui sont les mouvements les plus anti-droits LGBT, et les pays qui condamnent à mort l'homosexualité, enfin les pays en rouge ou en rouge très foncé, c'est souvent des pays qui appliquent la charia par exemple. Donc cette idée que la persécution des personnes LGBT est liée à la religion, elle n'est pas fausse. Malheureusement, c'est pas que ça, ce serait trop simple s'il n'y avait que les religions. Mais en fait,
c'est qu'à un moment donné, la religion, elle a contribué à la création de notre société. Les règles qui régissent notre monde, elles ont été soit créées, soit étendues grâce à parfois la religion. Et donc, cette homophobie, cette transphobie aussi, elle a été véhiculée par un certain nombre de groupements religieux, alors qu'il existe plein d'autres interprétations des religions qui ne persécutent pas du tout les personnes LGBT. Il y a plein d'imams gays, des imams trans, il y a un islam inclusif qui existe et qui est incroyable, qui est minoritaire, vous l'imaginez. Et dans la religion catholique ou les autres religions, ça existe aussi. Il y a plein d'associations catholiques et gays, musulmans gays, HM2F, homosexuels et musulmans de France, David et Jonathan. J'oublie l'association juive, mais elle existe aussi parce que c'est la même chose. Oui, non, mais Donc oui, mais c'est vrai que la religion a permis malheureusement de véhiculer un grand nombre d'inégalités, pas que l'homophobie d'ailleurs, mais le sexisme, la hiérarchie entre les genres, la religion n'a pas aidé. Et on parlait de l'Afrique, il ne faut pas oublier de savoir qui est-ce qui a mené la colonisation de l'Afrique. Au départ, en premier, sont arrivés les religieux qui ont... Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prêches américains qui viennent et dans plein de communautés pour prôner un discours de haine et d'exclusion des personnes LGBT encore aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas réussi aux États-Unis, mais ils peuvent réussir encore dans d'autres communautés en Afrique. Donc oui, la Chine, il y a plein de choses avec la Chine. La culture de l'enfant unique, ça aide pas, ça n'a pas aidé. Il y a un rapport d'Amnesty qui est sorti sur les personnes trans et la difficulté d'accéder à des traitements ou à des soins. Oui, c'est une chose importante que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs. Quand on est une personne trans, donc quand on ne s'identifie pas dans le genre qui nous a été assigné à la naissance, c'est pas parce qu'on est trans qu'on a forcément besoin d'avoir accès à des traitements médicaux. On peut être une personne trans et pas avoir besoin de subir un traitement hormonal. On peut le vouloir, et aujourd'hui je pense qu'une majorité de personnes trans a un traitement hormonal pour réguler, ça permet de réguler aussi la morphologie, la pilosité, les hormones, plein de choses. Mais parce que pendant un temps, on parlait beaucoup de transsexualisme, et ce mot est vraiment horrible, parce qu'on n'avait pas une compréhension juste des choses. Donc on parlait de transsexualisme, des personnes transsexuelles, alors qu'en fait l'étymologie de ce mot n'a aucun sens. Les personnes transsexuelles, du coup je vous ai expliqué, la transidentité c'est vraiment quelque chose qui est lié au genre, et donc à l'identité de genre. On parle de personnes transgenres, alors que c'est pas une sexualité le fait d'être trans. Donc ce mot transsexuel en lui-même déjà est une aberration. Et ensuite, il a été utilisé par le monde juridique et par le monde médical pour médicaliser les personnes trans. On a dit, à partir du moment où il y a ok, les personnes qui sont trans, mais si elles sont trans, elles doivent dans ce cas-là être trans jusqu'au bout. Il y a encore cette idée qu'il n'y a que deux genres, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et donc si tu es une personne trans, tu dois subir tout un tas d'opérations chirurgicales stérilisantes, et donc qui vont jusqu'à t'opérer tes organes sexuels pour transformer totalement ton apparence. Et c'est que comme ça que tu peux être perçu comme une personne trans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'emploie plus du tout ce mot transsexuel, parce que c'est vraiment un mot qui est lié à la médicalisation de ces transidentités. Donc on parle de personnes trans, de personnes transgenres, et donc dans la transidentité il y a plein de possibilités. Donc certaines veulent avoir accès à des hormones, d'autres non. Certaines veulent faire des opérations chirurgicales, d'autres non. Voilà, tout est possible. C'est pas inutile de vous le rappeler, parce que quand on ne connaît pas le sujet, ou quand on entend dans les médias parler de personnes trans, le mot transsexuel est encore parfois utilisé, ou c'est un des seuls mots qu'on a finalement entendu parler. Enfin, moi quand j'étais à l'université on parlait encore de personnes transsexuelles quand on parlait de la jurisprudence, du changement d'état civil, alors que ça n'a pas tellement de sens. Ce mot n'a pas tellement de sens. Aujourd'hui il est employé par certaines personnes trans, parce qu'elles s'identifient comme elles veulent, parce qu'elles revendiquent, elles se réapproprient ces termes-là. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans la communauté LGBT, de se réapproprier les stigmates, les insultes, de dire qu'en fait je ne devrais pas être stigmatisé, ça ne devrait pas être une honte, ça devrait être une fierté, d'où les marches des fiertés aussi, de pouvoir m'accepter dans cette société telle que je suis. Donc les personnes concernées peuvent continuer à s'appeler transsexuels si ils ou elles le souhaitent, mais nous en tout cas quand on parle des personnes trans, on n'utilise pas du tout ce vocabulaire-là aujourd'hui. Si on en revient à la carte, là, le pays en Asie là, qui est bleu, c'est lequel, je vois pas. Oui, Ouais. La Mongolie. c'est la Mongolie. Ah, d'accord. Et ceux qui sont en noir, là,
Là, c'est Afghanistan, Pakistan, Iran. Népal. Ah oui, non, là. Oui, Donc, ça, c'est ILGA, c'est l'Inter-Associative Lesbian Gay Association, qui publie chaque année bon, il devrait le faire chaque année, mais c'est pas tout le cas, une carte, enfin des cartes sur la pénalisation, la protection et l'acceptation de l'homosexualité, et un rapport avec toutes les lois pays par pays. C'est très riche, il y a vraiment beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans un pays, vous allez sur ILGA, ILGA, hop, c'est ici ILGA. Et en noir, ça veut dire que. Le trait foncé, là, c'est des condamnations à mort, ça. Après, il y a plein de... Non, c'est pas le Mexique. Non, le Mexique. Ouais, c'est un bleu foncé. C'est bleu. Ouais, c'est pas très bien fait, mais c'est un bleu plutôt. Mais en mettant, j'ai mis ILGA et le nom, les lois sur le. Et on tombe tout de suite sur la carte. Tout de suite, oui. Ouais. Et après, sinon, il y a, en dehors des cartes, vous voyez, il y a plein de cartes dans toutes les langues. ILGA. 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 Ouais, dans toutes les langues, la carte, elle existe. Il publie aussi un rapport. Et j'essaie de vous montrer d'ailleurs une autre carte, mais je crois que c'était avant alors. Oui, voilà, il y avait d'autres couleurs. Ça, c'était le vert, c'était sur la protection. Là, c'est que la criminalisation. Ça, c'est que la protection. Ouais, il y a plein de. Ça dépend ce qu'on cherche. Là, c'est la reconnaissance, et du coup, c'est tout ce qui est mariage et adoption, par exemple. Ouais. Donc là, sur la question de la reconnaissance des droits, bah, c'est assez vite par ici. L'Afrique du Sud a ouvert le mariage dans sa constitution bien avant nous. Hein. Il y a quand même des exemples qui viennent contredire le principe. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est un très bon site sur lequel Amnesty se base souvent et qui publie aussi un rapport pays par pays pour chaque année. Oui, c'est bon? Vous avez encore des questions? Bravo. Déjà, il faut former les enseignants parce qu'ils ne sont pas capables de faire les autres. Ils ne sont pas formés à le faire. Moi, je fais beaucoup d'interventions scolaires. Et pareil, je trouve que ça a tellement changé. Il y a 10 ans, je fais ça depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, les interventions scolaires, vraiment, quand on parlait de sexualité en cours, c'était très compliqué. Maintenant, il y a des personnes trans, des personnes LGBT partout dans le collège, dans le lycée, les jeunes sont plus à l'aise avec tout ça. Je peux aller parler à transidentité, intersexuation, puisque ils ont compris le reste. Alors que avant, on parlait de choses sexistes, en fait. On ne parlait pas de... Les réseaux sociaux ont aussi beaucoup aidé. Oui. J'ai conscience que ce vocabulaire, il est parfois difficile et si je l'emploie pas, je ne sais pas comment. Donc, il y a dit qu'il n'est pas utile, mais c'est juste le rôle de.